Laure Darcos, vous êtes sénatrice de l'Essonne dans d'Horizon. On va évidemment revenir sur tous ces sujets. Mais d'abord, on regarde les unes de la presse régionale. La une de la Voix du Nord, protection des océans. L'heure est à la mobilisation. On l'a vu, le sentiment d'urgence dominé hier au sommet de Nice. La deuxième une, celle du Télégramme. Crise diplomatique au large de Gaza. La marine israélienne a intercepté, dérouté le bateau de militants, dont Greta Thunberg et Rima Hassan, qui tentaient de rallier Gaza. Emmanuel Macron demande le retour des ressortissants français dans les plus brefs délais. Et puis la dernière une, c'est le cri d'alarme à la une de Midi Libre. Montpellier, 80 enfants à la rue. Plusieurs associations qui lancent donc un cri d'alarme et dénoncent la situation de précarité extrême de mineurs obligés de dormir régulièrement sur le trottoir. Quelle une avez-vous envie de commenter, Laure Darcos ? C'est très compliqué parce que les trois sujets sont très très importants. On va rester peut-être sur la protection des océans parce que la mobilisation à Nice en ce moment est vraiment symbolique, tardive à mon avis, mais très symbolique. Donc je vais rester sur les protections, même si les deux autres unes sont très importantes. Vous pensez que ce sommet peut aboutir à quelque chose ? Emmanuel Macron sera ce soir sur France 2 pour annoncer des premières mesures. Est-ce qu'il peut en sortir quelque chose de ce sommet ou est-ce qu'on restera dans le symbole ? Alors, j'espère qu'on ne restera pas que dans le symbole. Moi, je trouve ça formidable. On a une grande mobilisation, mais c'est comme pour la lutte contre l'environnement. Enfin, pour l'environnement, l'Europe ne pourra pas faire ça tout seul. Si, en effet, les Américains se désengagent de ce combat, qu'en Asie, on parle de la Chine, en Afrique, on ne lutte pas notamment contre le plastique. Vous voyagez dans ces pays-là, ils continuent à vous distribuer des petites bouteilles plastiques en permanence. Je pense qu'on n'y arrivera pas et c'est compliqué. J'avais même vu que les crèmes solaires font une sorte de couche entre l'eau et l'air, et donc les barrières de coraux meurent de ce manque d'oxygène. Donc, enfin, il y a plein de petites choses sur lesquelles je pense qu'on n'a pas pris conscience, mais c'est à l'échelle mondiale. Donc, j'espère que ça ne restera pas que symbolique, mais je regarderai surtout l'image de Paul Watson en tout début de ce sommet, pour qui j'avais, comme beaucoup d'autres, vraiment pétitionné pour qu'il puisse être lâché. Il faut des gens comme ça qui, depuis des années, se battent contre l'extermination de certaines espèces animales comme les baleines. Sauf qu'Emmanuel Macron, il lance cet appel à la mobilisation et ce plaidoyer en faveur de l'écologie au moment où les reculs se multiplient venant du gouvernement et du camp présidentiel. Alors, en termes de budget, c'est pas un peu contradictoire ? Aussi, complètement. Et tout le week-end, je n'arrêtais pas de me le dire. C'est que si on ne le fait pas chez nous-mêmes, on ne peut pas donner forcément de leçons de morale. Moi, par exemple, j'ai cru comprendre qu'ils étaient revenus dessus, mais la fin de ma prime rénov', qui peut-être coûtait très cher, mais qui était un symbole très important. C'est-à-dire que vraiment des gens changeaient en fait certains systèmes chez eux grâce à ma prime rénov'. Les artisans, du coup, qui avaient qui sera suspendu, le temps d'être travaillé, qui devrait être mis en œuvre. Ils nous ont dit que jusqu'à la fin de l'année, en fait, les travaux pourraient être menés. Heureusement. Enfin, je veux dire, en plus, c'était l'ensemble de la filière du bâtiment qui allait en pâtir parce que beaucoup de travaux sont déjà engagés. Sauf que ces reculs, ils sont soutenus par le gouvernement, par le camp présidentiel, que ce soit sur ma prime rénov', sur la suppression des ZFE, sur l'amoindrissement du ZAN, sur la loi du plomb. Du coup, vous n'êtes pas en accord avec votre camp ? Alors, si, non, mais il y a certaines choses. Moi, sur la ZFE, j'ai jamais pensé que c'était quelque chose. Enfin, ça avait été pris de manière trop brutale. Pareil, je repense aux artisans et aux personnes qui malheureusement n'ont pas les moyens de changer leur véhicule pour un véhicule électrique qui coûte beaucoup trop cher. C'était les empêcher de rentrer dans les zones métropolitaines pour aller travailler. Donc je pense qu'on l'a mal pris. La loi du plomb, de la même façon. Tant que l'Europe n'a pas interdit certains produits et que surtout les recherches de l'INRAE n'ont pas permis de compenser ces pesticides avec d'autres, je suis mon camp et surtout je suis en soutien des agriculteurs. Mais je pense qu'il y a
beaucoup de choses qui en effet reculent et je pense que c'est dans la mentalité aussi que l'on doit tous faire des efforts au quotidien. Et je pense, alors la seule chose qui soit positive, c'est que je pense que la génération de mon fils qui a 24 ans, eux ont déjà ces réflexes-là. Et ils nous font souvent des leçons, ne serait-ce que de faire laisser couler l'eau. Vous savez, quand on passe l'éponge sur la table, de refermer l'eau ou d'essayer de ne pas en prendre trop au moment de sa toilette, je pense que c'est déjà des très bons signes. Et hier soir, depuis Nice, le chef de l'État a parlé politique nationale. Il faut dire que ce 9 juin a marqué l'anniversaire de la dissolution. Alors Emmanuel Macron a exprimé un souhait. Mon souhait, c'est qu'il n'y ait pas d'autre dissolution. Mais mon habitude n'est pas de me priver d'un pouvoir constitutionnel. Parce que si des formations politiques décidaient d'avoir une approche totalement irresponsable et bloquer le pays, peut-être me retrouverais-je dans une situation... Je dois utiliser la Constitution. Donc, je n'ai pas l'habitude de dire que je n'utiliserai pas la Constitution. Je suis un esprit très simple. Voilà, un peu dans le même temps. Il veut pas de dissolution, mais il n'exclut pas d'en faire dans le même temps. Pour vous, est-ce qu'il peut aller jusqu'en 2027 sans dissolution? C'est tenable? C'est très compliqué. Nous, on a de la chance au Sénat, hein, parce que... D'abord, on s'entend bien tous sur tous les bancs et on travaille, mais on a le moral en berne, hein, comme tous les autres parlementaires. C'est long, 2 ans, c'est très très long. Après, je pense qu'une nouvelle dissolution serait une erreur majeure, parce que ça ne ferait que conforter, à mon avis, les RN qui cette fois-ci seraient mieux préparés pour présenter des candidats sérieux. Et je ne pense pas que du coup on arriverait à trouver une solution. Moi, si on revient à la faute originelle, c'est vraiment en 2022, après des élections législatives qui montrent qu'on n'a pas de majorité confortable pour gouverner, le président aurait dû tendre la main à ce moment-là au LR et faire ce qu'il a tenté de faire après la dissolution, de recréer une vraie majorité. Et à ce moment-là, on aurait peut-être tous pris conscience qu'un gouvernement de coalition était important. On a perdu 2 ans, enfin 3 ans maintenant, parce que 2025. Et en fait, je pense que ça va être très compliqué. Mais dissolution, ou même un référendum en disant je pars si le référendum est négatif, un peu à la De Gaulle, ça me paraît très compliqué. Le RN, qui on l'a vu dans le journal, a réuni hier dans le Loiret les autres partis patriotes européens, fustigeant une Europe wokiste, ultralibérale. Vous avez entendu Marine Le Pen critiquer le fait qu'elle est empêchée, dit-elle, de se présenter. Ils ont réussi une démonstration de force, selon vous, hier? Non. Non, pas vraiment. Je pense qu'elle a eu une annus horribilis vraiment intégrale, la pauvre. Donc je ne pense pas que ça soit une vraie manifestation de force. Ce qui m'attriste, c'est qu'ils sont toujours que sur les sujets immigration, sur lesquels on ne sera jamais d'accord. Moi, j'attends par exemple ces groupes européens sur d'autres sujets. En ce moment, je suis en train de travailler sur une mission intelligence artificielle et création. Quand on parle à nos collègues députés européens, pour l'instant, sur la souveraineté numérique, enfin sur l'IA, la souveraineté culturelle, on n'entend jamais l'extrême droite. Ils ne sont que sur un seul sujet. Sauf que quand on regarde des sondages, aussi bien pour la présidentielle que pour des législatives anticipées, si jamais il y avait une dissolution, c'est toujours le RN qui arrive en tête. Est-ce que c'est un échec de votre camp? Et d'Édouard Philippe aussi, qui lui est candidat déclaré à la présidentielle. Sa candidature, elle prend beaucoup moins que celle du RN. Non, mais je pense que c'est quand même toujours difficile, comme Édouard Philippe le fait, de porter une parole de vérité, même quand elle n'est pas drôle. Hein, et qu'en effet, on va dire, on va devoir serrer la vis. Si jamais je suis président, en effet, les lendemains ne seront pas super, comment dire, enjoués. Eux, ils sont quand même en général toujours dans une posture totalement surréaliste. On le voit sur la retraite, revenir à 60 ans ou d'autres choses comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a ce fantasme de dire on ne les a jamais essayés. On a tout tenté dans la droite, la gauche, depuis 20 ans, 30 ans. Et du coup, cette petite musique de dire ça ne pourra pas être pire. Et donc, eux, on ne les a jamais essayés. Et puis surtout, ils font leur terreau. On le voit dans le Loiret d'hier, on en parlait. Pourquoi est-ce que le RN est si important élection après élection? C'est qu'il
creusent leur terreau d'élection dans tous ces territoires qui ont l'impression d'être abandonnés des services publics, des transports, de l'emploi. Et en fait, du coup, cette petite musique de désespoir qu'ils entendent, en effet, ils trouvent un écho. Donc, c'est peut-être un échec collectif, mais je pense qu'ils seraient sûrement très, très déçus s'ils arrivaient au pouvoir. Prochaine élection, ce sont les municipales, c'est dans 10 mois et les modalités de vote vont changer pour les détenus. Fini le vote par correspondance, il ne sera désormais plus possible de voter qu'uniquement par procuration. Pourquoi ce changement que vous avez souhaité et quelles conséquences? On fait le point avec Alex Poussard qui nous rejoint. Bonjour Ariane, bonjour Laure Darcos. Bonjour. Et Alex, le Parlement a donc voté une proposition de loi portée par Laure Darcos qui supprime les bureaux de vote dans les prisons lors de certaines élections. Oui, votre proposition de loi, Laure Darcos, a été adoptée la semaine dernière par l'Assemblée nationale, après l'adoption au Sénat en mars dernier. Alors ce texte, au final, il supprime les bureaux de vote dans les prisons lors des élections municipales, départementales, régionales et législatives. Des bureaux de vote, un vote par correspondance qui était possible depuis la réforme de 2019. Les détenus pourront voter seulement par procuration. En revanche, ces bureaux de vote seront maintenus dans les prisons pour l'élection présidentielle et les élections européennes également en cas de référendum. Alors pourquoi cette mesure? Car lors des élections à circonscription locale, les détenus votent actuellement dans la circonscription de la commune où est implantée leur prison, même s'ils n'y ont jamais vécu. Alors cela pose des problèmes de cohérence, notamment pour les élections municipales. On va écouter un député LR la semaine dernière lors du débat. Prenons un exemple concret. Dans la commune de Saint-Maur, dans l'Indre, l'établissement pénitentiaire local représente à lui seul près de 9% du corps électoral. À Arles, cette proportion est de 6%. Et dans une demi-douzaine de communes françaises, les détenus inscrits au titre de la prison représentent plus de 5% des électeurs. Cela n'est pas neutre quand on sait que lors des élections municipales, une poignée de voix peuvent suffire à faire basculer une majorité. Alors, dans le débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale, la gauche a dénoncé une atteinte au droit de vote des détenus, rappelant que ce droit était le fondement de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. On va écouter une députée écologiste. Tant reste encore à faire pour que la République entre enfin dans les prisons. Mais nous voici aujourd'hui sur le point d'examiner un texte qui poursuit précisément l'objectif inverse, à savoir faire de la prison un non-lieu démocratique. Il nous était proposé de supprimer pour les élections législatives et locales le vote par correspondance des détenus, non pour des raisons juridiques ou logistiques irréfutables, mais pour de paresseux prétextes organisationnels et surtout pour satisfaire des mobiles purement politiciens à la veille des municipales dans une logique de calcul électoral à courte vue. Alors à l'origine, votre texte, Laure Darcos, souhaitait maintenir ce vote par correspondance, mais à condition que les détenus puissent vivre dans la commune où ils vivaient avant leur incarcération. Mais le gouvernement a répondu que cette proposition, par souci de lourdeur administrative, il ne fallait pas la retenir et donc il fallait supprimer ce vote par correspondance et permettre ce vote par procuration. Alors pour qu'on comprenne bien, parce que c'est un petit peu compliqué, expliquez-nous concrètement, avant votre proposition de loi, comment un détenu pouvait voter par correspondance? Alors en fait, en effet, depuis 2019, c'était pour l'ensemble des élections. La solution trouvée était que les prisonniers, les détenus, votent dans les villes-préfectures par correspondance. Je vous prends chez moi l'exemple de Fleury-Mérogis. Ils votaient à Ivry-Courcouronnes. Pareil pour des prisonniers dans d'autres villes. Fresnes, par exemple, ils votaient à Versailles. Il y avait une logique sur des scrutins nationaux, mais je vous prends toujours mon exemple d'Ivry-Courcouronnes. Pour des élections municipales, vous savez que les parlementaires sont les seuls à pouvoir rentrer dans les prisons et donc pouvoir faire, entre guillemets, une campagne électorale. Je vous prends l'exemple du maire d'Évry-Courcouronnes, qui va se représenter en mars prochain. Lui n'avait pas le droit d'aller à la prison de Fleury-Mérogis, qui est donc beaucoup plus loin, pour aller expliquer sa politique municipale.
de quel droit est-ce que, du coup, des prisonniers de Fleury-Mérogis, qui n'ont peut-être jamais mis les pieds à Ivry-Courcouronnes, pourraient juger de la politique de cantine scolaire d'Ivry-Courcouronnes Mais les visites des parlementaires dans les prisons, c'est pas forcément pour faire campagne, c'est pour contrôler l'état des prisons. Oui, alors en général, c'est partie de leur mission. En général, c'est souvent ça, mais certains en profitaient pour faire, entre guillemets, un peu un marché électoral. Et du coup, c'est vrai, pourquoi est-ce que la gauche, et surtout l'extrême gauche, a été très contre ce projet? C'est qu'on sait très bien que c'était plutôt des votes LFI, et qui étaient considérables. Hein. Ça pouvait être plusieurs centaines, voire milliers de voix en plus quand on avait des scrutins locaux. Moi, en effet, je voulais absolument qu'on garde le vote par correspondance parce que j'ai jamais été, bien évidemment, contre bafouer le vote des détenus. On sait que les défenseurs des droits ont fait cette démarche supplémentaire pour, d'une certaine manière, leur permettre une réinsertion et leur permettre de garder entre guillemets, cet acte citoyen. D'ailleurs, ça marche, puisque depuis cette réforme, la participation lors des élections des détenus est passée de 2% à 20%. Alors, il y a aussi une petite motivation. C'est-à-dire que vous aviez, pour certains, une remise de peine. Enfin, participer à des remises de peine. Alors là aussi, un peu de disparité. Quel est ils avaient une remise de peine? Pas toujours, mais ça pouvait participer à une remise de peine. Donc c'est une petite motivation supplémentaire. Bon, là aussi, quand même, un peu de... C'est-à-dire, quel est l'électeur qui a une récompense de son vote? Bon, voilà. Alors, moi, donc, j'étais partie sur la logique de dire, surtout pour les municipales, mais même pour les législatives, qu'ils puissent voter, en effet, dans leur lieu de domiciliation, avant incarcération, voire descendant ou ascendant possible aussi en termes de domiciliation. Et c'est vrai que les autorités pénitentiaires nous ont dit, vote par correspondance, il faut aller dans chaque commune en question pour aller déposer les bulletins de vote, et c'était compliqué. Donc, ils ont préféré, le gouvernement préféré faire par procuration. Donc, franchement, les débats. Mais du coup, à est-ce que l'Assemblée c'est pas nationale... le fait d'avoir supprimé ces bureaux de vote, est-ce que c'est pas une atteinte à leur droit de vote, ces détenus? Non, honnêtement, enfin, je ne comprends pas cette polémique de voir par rapport au vote par correspondance ou aux procurations. Ne me dites pas qu'ils ne trouvent pas quelqu'un, un parent, qui vont pouvoir aller voter pour eux en toute confiance par procuration dans leur ville de domiciliation d'avant. Moi, je voulais simplement, si vous voulez, remettre de de l'équité, parce que si on n'avait pas fait, on n'avait pas voté cette loi, je peux vous dire qu'il y aurait eu énormément de recours aux prochaines municipales de toutes ces villes préfectures qui se seraient retrouvées avec des centaines voire milliers de voix supplémentaires de gens qui n'habitent pas dans leur commune. Enfin, ça a été pareil pour Melun en Seine-et-Marne. C'est pour ça que Louis Vogel a été mon rapporteur ici au Sénat, parce que lui-même avait tout de suite trouvé qu'il y avait une vraie disparité. Donc on n'en leur retire pas le droit de vote. Par procuration, je pense qu'ils peuvent sans problème trouver des personnes pour voter à leur place. Mais simplement, je pense que pour les élections locales, on en revient à quelque chose de beaucoup plus équitable par rapport aux gens qui habitent véritablement dans la commune. Merci Alex. On se retrouve dans une demi-heure. Oui, on parlera des discours de Marine Le Pen et de Jordan Bardella hier dans le Loiret, où il parlait Europe, mais aussi il critiquait forcément la politique sécuritaire du gouvernement. Et ce sera à suivre dans le club. On va aller chez vous, en Essonne, Laure Darcos, pour terminer. On va à Évry, on retrouve Teddy Vory. Bonjour Teddy, merci d'être là, rédacteur en chef aux Républicains de l'Essonne. Et Teddy, vous vouliez aborder avec Laure Darcos la question des fermetures de classes en zone rurale. Oui, bonjour Oriane, bonjour Laure Darcos. Oui, en effet, la fin de l'année scolaire arrive, c'est bientôt les vacances, mais on prépare déjà la rentrée. Et bien souvent, les possibles fermetures de classes dans les zones rurales sont en train de fleurir. C'est le cas en Essonne, notamment dans le village de Videl, où une des 2 classes de l'école est menacée de fermeture à la rentrée. Et la situation agace beaucoup le maire, Gino Bertol. Celui-ci avait joué le jeu de la transparence auprès des services de l'éducation nationale, avec certes une diminution de ses effectifs attendue au mois de septembre prochain, mais surtout une nouvelle progression attendue dans 1 an. Donc il se disait qu'il aurait un peu de compréhension de la part de l'éducation nationale et qu'on ne fermerait pas la 2e classe de son école. Ce n'est pas le cas finalement. Il a le sentiment de ne pas avoir été vraiment écouté. Ça pose la question, Laure Darcos, de la concertation avec les élus locaux. Plus que jamais, c'est un sujet très sensible dans les villages, les écoles rurales. Est-ce qu'on ne peut pas faire mieux sur la concertation, Madame la sénatrice ? Merci beaucoup Teddy. Bien évidemment qu'on peut faire mieux. J'ai posé une question d'actualité il y a 3 semaines sur le sujet. Il y a en effet Videl où le maire, mon ami Gino Bertol, se bat comme un tigre, mais également Courson-Monteloup qui a le même problème. Bien évidemment qu'il faut une concertation beaucoup plus importante.
la ministre, enfin c'était son ministre de l'enseignement supérieur qui m'avait répondu, avait dit en effet que ça existait. Depuis quelques années, soi-disant, il y a plus de concertation dans les milieux ruraux. Moi, je ne le vois absolument pas. Vous souvenez-vous, à l'époque de M. Blanquer, ils avaient dit on ne fermerait pas d'école rurale. Très bien, mais on peut fermer quand même des classes. Quand vous avez que 2 classes, vous en supprimez une, c'est chronique d'une mort annoncée. C'est-à-dire que vous vous dites, est-ce que du coup les habitants ne vont pas mettre leurs enfants ailleurs? Donc bien évidemment, on se bat tous aux côtés des maires ruraux pour qu'il n'y ait pas cette fermeture de classe. Surtout qu'en plus, il y a quand même toujours quelque chose d'absolument cinglant derrière ces chiffres, derrière lesquels... Alors je comprends que la direction académique a des règles, mais vous êtes à 3 près pour fermer une classe. Et par contre, pour en réouvrir une autre, il faut 12 enfants de plus. Donc ce gap est absolument inimaginable, surtout quand, comme le dit le maire de Videl, ils annoncent qu'en effet, il va y avoir des logements supplémentaires, qu'il va y avoir plusieurs familles qui vont venir s'installer dans l'année. Eh bien, à ce moment-là, ça devient très compliqué. Et pourquoi est-ce que, dans les milieux ruraux, on ne pourrait pas bénéficier, comme dans les REP+, d'avoir des classes à effectifs réduits? On sait très bien que, bien évidemment, on enseigne mieux à des enfants quand ils sont à 20, 25 plutôt qu'à 35, 40. Donc c'est en effet une injustice totale et on se sent nous aussi un peu démunis. On a beau sur le plan national tirer la sonnette d'alarme, de temps en temps ces décisions sont cinglantes. Un dernier mot, Teddy ? Oui, non, mais il y a un paradoxe sur ce sujet parce que l'État subventionne les communes, les soutient pour financer des travaux dans leurs écoles et sans préavis, à la rentrée suivante, on peut fermer une classe. Est-ce que là, quand on parle d'efficacité de la dépense publique, il y a un sujet quand même, là, Madame la sénatrice. Ah bah, tout à fait. Non, mais tout à fait. Bah, ça, c'est exactement ce que je pense exactement comme vous, parce que en effet, on essaye de donner des dotations, des subventions à ces communes pour pouvoir refaire leurs écoles, mais si c'est pour qu'après elles ferment, je le souhaite à personne. Et pour l'instant, il n'y a pas de fermeture d'école dans notre département de l'Essonne. Il y a en effet un paradoxe absolument total. Mais je vous dis, c'est surtout le fait que, honnêtement, une classe, 2 classes dans des petits villages, ça compte énormément. C'est pas du tout la même chose quand on est à Paris ou dans des grandes villes. Merci beaucoup Teddy Vory d'avoir été avec nous. La une du Républicain de l'Essonne, le meeting aérien fait son cinéma. C'est à la une de votre journal. Merci Teddy Vory et merci Laure Darcos. Merci à vous d'avoir été avec nous pendant cette première demi-heure. On va accueillir notre prochaine invitée, c'est Maude Bréjon qui nous rejoint tout de suite.